Pour ce premier événement, après une très longue période de quasi-confinement, nous sommes très heureuses de recevoir nos amis Alain et Xavier pour ce soir. Et, pour leur nouvel ouvrage, Chemin de reconnexion. Alors, de plus, c'est la période de la rentrée, donc nous trouvons idéal de vous inviter à suivre le conseil d'Alain pour non seulement découvrir de la nature, mais aussi du bien-être personnel. Je vais donc vous laisser la parole et vous souhaiter une très bonne soirée. Merci beaucoup. Voilà. C'est tout, c'est la pleine conscience, vous prenez le merci beaucoup et puis on a fait notre soirée. Ça pourrait être ça pratiquement, la pleine conscience. Merci beaucoup de votre accueil et c'est vrai que c'est la première conférence depuis longtemps, donc ça nous touche également et je suis particulièrement heureux ce soir également de partager ce moment avec Xavier, puisque généralement quand on fait un livre, c'est mon 8e livre, on ne rencontre pas les illustrateurs, ou alors on les rencontre, on fait quelque chose, j'ai vu Serge Bloch par exemple, on a dîné ensemble, on a vu, il a eu l'idée de ce qu'il faisait, pour que ça ne ressemble pas à ce qu'il fait dans le Figaro ou d'autres, et puis après, voilà, on se sépare. Et puis là, comme c'est également un ami, et je vous raconterai ça tout à l'heure, ça me fait plaisir d'être là ensemble tous les deux. Le plaisir est partagé. Alors ce soir, nous allons parler effectivement de pleine conscience et de forêt. Alors pourquoi les deux? Parce que j'allais dire, il y a une chose qui me vient en tête. J'ai entendu aujourd'hui, tout à l'heure, la France Info, qu'aujourd'hui, il y avait une manifestation monstre des jeunes dans le monde entier, menée par Greta Thunberg, toujours un peu de mal à lire son nom, pour dire « stop, il faut faire attention à l'environnement ». Et donc j'ai trouvé que cette date qui avait été décidée avant était une bonne date pour parler du changement de regard que l'on peut avoir, que l'on devrait avoir sur la nature. Parce que pour moi, changer de regard sur la nature, ça permet d'être plus dans la protection de l'environnement, et pas seulement à des fins politiques, mais nous, dans la vie de tous les jours. Et ce que je vous propose ici, c'est de comprendre quel est le lien entre nous et cette nature, nous et cette forêt, qui est ici à Taïwan, tellement incroyable, exubérante. J'en parle souvent avec les personnes que je croise. Taipei est peut-être Taipei est le seul endroit où vous avez la forêt tropicale, forêt endémique, en sortant du métro. Sans doute qu'il y en a beaucoup qui ont voyagé. Est-ce que vous vous souvenez d'un endroit où vous avez la forêt comme ça, quasiment à la sortie du métro? Et ça, c'est fantastique. Il y en a, mais ce n'est pas la grande partie des villes. Alors, ce livre, en fait, c'est Chemin de reconnexion à la nature, chemin de reconnexion à soi. C'est effectivement mon 8e livre. Pour me présenter, et tout à l'heure, tu feras la même chose pour comprendre comment on est venu à travailler ensemble sur les illustrations. Je suis sophrologue, j'ai été pendant plus de 25 ans à la télévision. J'ai une vie que j'ai adorée et j'ai un peu brûlé les étapes et puis un jour ça m'a rattrapé et je suis tombé. C'est-à-dire j'ai fait un burn-out. Je vous fais la version courte parce que comme je suis très bavard et qu'on m'a dit attention tu as 50 minutes et pas plus pour regarder, j'ai même carrément la petite et pris quelques notes pour être sûr de ne pas m'égarer parce que sinon je vous garde toute la soirée. Trêve de plaisanterie, donc j'ai fait un burn-out qui m'a conduit non seulement à une dépression, mais également à une tentative de suicide. Et par chance, j'ai eu l'occasion de remonter, aussi grâce à des livres, notamment un livre que j'ai écrit sur la visualisation positive et comment on peut s'en sortir. Et puis après, voilà, la vie est repartie et j'ai décidé de changer, parce que généralement, quand on fait un burn-out, c'est qu'il y a des choses qu'on aurait dû laisser derrière soi. Moi, c'était la télévision que je ne voulais pas laisser derrière moi. J'aime toujours la télévision, mais à un moment, je ne parlais plus de ce que je voulais, ce que j'aurais voulu dire à la télévision. Et comme la France est un pays d'étiquette, du coup, quand je dis je voudrais parler de bien-être, parce que ça fait 30 ans hors caméra que je travaille ça, que je suis avec des mecs, que je travaille l'alchimie, que je travaille sur la pleine conscience, que je travaille tout ça, on me dit non, 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 t'es très bien dans ce que tu fais, donc je te propose tel... Donc j'ai tout arrêté et j'ai recommencé une autre vie. Et maintenant, j'ai la chance de pouvoir dire que je suis vraiment un homme heureux, marié, et ici avec vous, donc on ne peut pas faire plus. Donc,
tout ça, ça a été un chemin long, douloureux, parfois, mais c'était un travail. Et je me suis dit au bout d'un moment, maintenant je vais passer ma vie à expliquer et à écrire que un burn-out, ça n'arrive pas forcément quand on est déprimé, quand on n'aime pas ce qu'on aime faire. On peut également être passionné par ce que l'on fait, c'était mon cas, mais sauf qu'au bout d'un moment, quand on ne connaît pas nos limites, quand on fait plusieurs choses à la fois, et bien du coup, le corps lui dit stop. Et donc ce burn-out peut arriver à tout le monde. J'avais déjà fait mes formations de sophrologie, donc pour moi ça ne pouvait pas être moi. Et ce qui m'a permis également de remonter, ça a été de faire des marches méditatives, donc en France, j'étais en France à l'époque, et d'essayer de comprendre comment je pouvais profiter des bienfaits de la nature et comment je pouvais également entrer en harmonie aussi bien avec la nature qu'avec moi-même. Et j'ai commencé à entendre parler du Shirin-yoku. Le Shirin-yoku, les fameux bains de forêt, dont on a parlé à partir des années 80. Et ce livre, en fait, étant ici depuis 3 ans, ça a été cette notion de me dire maintenant, dans ce livre, ce que j'aimerais, c'est partager le lien entre les deux. C'est vraiment, on parle de forêt, et puis on est à embrasser les arbres. C'est sans jugement, hein, on fait ce qu'on veut, sauf qu'ici, vous embrassez certains arbres, je ne suis pas sûr que vous n'ayez pas des démangeaisons partout, où on est d'accord. La forêt, c'est une amie, mais comme quand on va avoir des amis, il faut savoir la connaître avant d'aller dans la forêt. Donc je me suis rendu compte que cette connexion à la nature m'a permis de remonter. Et je me suis rendu compte que c'était un endroit aussi où on pouvait apprendre des choses. C'était quelque part un chemin, c'était un cabinet de réflexion. Et donc petit à petit, j'ai mis en place des étapes. Je me suis rendu compte qu'en faisant certains exercices à certains moments, ça faisait du bien. Ici en plus, j'ai la chance d'avoir un maître de Tai Chi et de Qigong. Donc ça m'a permis de pouvoir rajouter cette technique à mes connaissances. Donc ça a donné ce livre aux éditions Très Daniel qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, là, c'est une rencontre également. Moi, tout dans ma vie était de rencontres. La télévision, c'était des rencontres. Mes premiers livres, c'était la rencontre avec une dame que vous voyez d'ailleurs ici. Vous ne le verrez pas, mais vous le verrez juste ici. Parce que les deux personnages qui sont, c'est et votre serviteur et Anne-Laure Schneider. 2014, j'ai rencontré une dame qui me dit, mais tu es d'un côté sophrologue, ça fait 20 ans que tu es à la télévision, on ne sait pas généralement comment gérer le trac, et si tu faisais le premier livre pour ça? Je dis non, moi je ne sais pas, hein. Moi je suis un homme de télé, je ne suis pas un homme d'écrit. Tente toujours. Je dis pourquoi pas, le livre n'existait pas, j'aurais aimé le trouver quand je suis arrivé sur Paris, pour embrasser cette carrière, et bien j'ai dit d'accord, je me lance. Et puis on en est au 8e. Donc, comme quoi de temps en temps, c'est pas mal de se dire, allez, je sors de ma zone de confort. Et puis comme je le disais, les illustrateurs, on les trouve pas forcément. Quand on fait des livres, souvent c'est les maisons d'édition qui décident de l'illustration, surtout quand c'est des positions. Et puis celui-là, je voulais quelque chose de différent. C'est pour refaire ce qui existe déjà, pour moi ça ne sert à rien. Et le hasard a voulu, et ça s'est vraiment passé comme ça, je vous parlerai tout à l'heure de la déconnexion numérique, mais comme tout le monde, je suis connecté, on est dans un monde connecté, donc profitons-en. Et je trouve sur Instagram un petit personnage avec une feuille en forme de jupe, et je trouvais ça génial. Oh, c'est génial, c'est le mix entre, pour moi, hein, le côté nature, le côté asiatique et le côté du trait des illustrateurs européens. Oh, et puis c'est tout. Et puis un jour, on va prendre un café, je vais prendre un café, et puis oh, t'as pas vu, j'ai adoré cette illustration. On me dit, bah oui, je connais, c'est moi. Donc là, évidemment, tout de suite, c'était un peu clair. Et à partir de ce moment-là, c'était une évidence. Je savais que c'était Xavier que je voulais pour faire les illustrations de ce livre, pour changer un peu simplement des illustrations. Alors après, le problème est, certaines personnes ici connaissent, comme c'est des fois dur, la connexion avec l'éditeur, c'était de convaincre l'éditeur de travailler avec un illustrateur qui habitait dans la même ville que moi, alors que souvent il travaille très bien avec des éditeurs qu'ils connaissent, et puis souvent, ben voilà, s'ils leur donnent beaucoup de flots de travail, du coup c'est plus avantageux aussi pour eux. Donc il a fallu convaincre,
Et je suis content parce que je crois que cette collaboration a porté ses fruits. Et voilà 2 exemples d'illustrations. Vous en avez d'autres ici et bien sûr à l'intérieur. Mais tout à l'heure, je te laisserai la parole pour. Je crois que tu préfères que ça soit en fin de session. Je ne vais pas te couper dans ton élan, tu es très bien parti. Mais ne t'oublie pas, attention. Non. Donc, et voilà, donc ça a donné ces illustrations qui sont vraiment, je pense, un poids fort à l'intérieur. Mais c'est à chaque fois, moi j'aime bien prendre des phrases importantes qui m'ont guidé. Et des fois, je lui donnais une phrase et je dis voilà, maintenant, qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Et bien pour ça, il faut être un artiste, il ne faut pas être un illustrateur, il faut être un artiste pour se dire tiens, moi ce que j'aimerais bien, c'est ça. Et voilà. Donc j'en profite ici pour te remercier, 1 d'avoir accepté, et puis 2 pour ton talent. C'est un véritable chemin qu'on a suivi ensemble. Exactement. Pas seulement de reconnexion, mais déjà de connexion entre nous deux, parce que ça a été surtout une aventure, mais déjà de comprendre le but, les phrases, il faut trouver l'inspiration. C'est un peu comme si je rentrais dans la tête d'Alain pendant un moment et j'essayais de trouver une place et de trouver une illustration ou des idées qui correspondraient vraiment à sa manière de présenter son sujet. En fait. Et tu l'as très bien fait. Et ce soir, je me suis dit que je ne pouvais pas brasser tout ce qu'il y a à l'intérieur du livre. Ce livre se compose un peu comme le yin et le yang, c'est-à-dire la partie réflexive et la partie action. Parce que quand on parle de travail sur soi, quand on parle de forêt, quand on parle de pleine conscience, tout le monde a entendu parler de pleine conscience. Tout le monde sait, surtout au pays de Lao Tzu et de Confucius, tout le monde a dans les idées ces phrases qui font du bien. Mais le problème, c'est comment on le met en pratique. Comment on le met en pratique? Et l'idée de ce livre, c'est ça. C'est de dire, voilà, il y a eu un chemin, je l'ai fait, je vous propose de le partager avec vous. Et donc, premièrement, changer $1 sur la nature, et deuxièmement, changer $1 sur soi. Donc, premièrement, il suffit de 5 minutes dans la forêt pour se sentir mieux. Alors, il y a eu énormément d'études qui ont été faites. À partir de 5 minutes, votre taux de cortisol, ce sont les hormones du stress, commence à diminuer. Commence. Je n'ai pas dit que vous êtes parfaitement zen. On va voir que ça dépend aussi de l'intention que vous mettez dedans. Mais ça commence à diminuer. On va voir que c'est important. À faire décroître son stress, se placer dans un état propice pour commencer à trouver des solutions à ses problèmes. Ce livre n'est pas... Il y a plein de livres qui parlent de la forêt et comment aller vivre dans une forêt coupée du monde. C'est pas mon but. J'ai horreur des araignées. Je vous parlais tout à l'heure d'un ami avec qui je travaille pour faire des chemins, pour vous proposer des chemins dans la forêt. Voilà, je ne suis pas le style qui va camper 4 jours au fin fond de la nature, même si j'adore la nature. J'ai une autre approche de la nature, complémentaire. Pour moi, la nature peut permettre de vivre en équilibre. J'aime cette notion d'équilibre. La nature pour vous aider de mieux vivre dans la société et non pas fuir la société. Je dis toujours que quand on n'arrive pas à changer quelque chose, l'idée c'est de se changer nous par rapport à ce que l'on n'arrive pas à changer. Parce que du coup on prend un pas, on step back, on fait un pas en arrière. Et là commence quasiment la pleine conscience. On aura l'occasion d'en reparler. Et il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées à la nature. Donc pendant 5 minutes, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est un arbre en fait. Parce qu'une forêt, c'est pas un arbre plus un arbre plus un arbre plus un arbre. Oh, un arbre coupé, un arbre. Non, c'est pas ça. C'est quasiment une société comme la nôtre. Certains scientifiques commencent à se demander si les arbres n'ont pas une conscience. Ils commencent, attention. Pour le moment, on travaille avec les arbres, on connaît les arbres, les relations entre eux, mais seulement quand ils sont stressés, entre guillemets. L'idée, et il y a énormément de personnes qui travaillent dessus, notamment à Clermont-Ferrand, l'INRA à Clermont-Ferrand, qui fait des études dessus, dans le monde entier. Et là, je parle de 2 personnes, Suzanne Simard, qui fait un travail incroyable aux États-Unis, et puis le forestier, auteur que vous connaissez forcément, il a sorti un livre qui a fait, alors pour le coup, des millions et des millions, je crois traduit en 20 langues, c'est le secret, la vie secrète des arbres, et c'est lui qui a commencé, après tout un travail, à faire prendre conscience aux gens qu'un arbre, c'était
c'est pas forcément un esprit ou autre comme les chamans peuvent dire, mais ça peut être aussi quelque chose qui vit, et qui a une vie différente. Et ça, c'est pas nouveau. Pourquoi biophilie? Dans les années 80-84, il y a Edward Hobson Wilson, qui est le père de la sociobiologie, qui a fait des études et qui s'est dit, tiens, je pense que l'homme est attiré de façon innée vers la nature. Et donc le thème, c'est la biophilie. Il a fait énormément d'études, lui aussi. Et c'est vrai que si vous regardez bien, dans tous les livres sacrés, tous, l'arbre a une place prépondérante. On parle d'arbre de vie, il y a l'arbre de Bouddha. Dans tout, regardez tous les livres sacrés, selon votre confession ou votre façon de penser, l'arbre est important. C'est le lien entre la terre et le ciel. Toujours. L'arbre généalogique. On a utilisé ça pour parler de nos racines. Et si je faisais l'expérience, ici, de vous demander 2 secondes, de fermer les yeux, de penser à l'arbre qui était quelque part un ami pour vous lorsque vous étiez petit, je suis sûr que tout le monde aurait dans la tête un endroit dans la nature qui vous fait du bien, petit ou même adulte. On a tous, souvenez-vous, d'un seul coup, vous vous souvenez, oh là là, de ce peuplier qui était là, etc. Ah, j'adorais, moi c'est un figuier au fond du jardin de mes grands-parents, où j'aimais aller, si la journée s'était mal passée ou autre, ça me faisait du bien. Il me faisait du bien, c'était un arbre. Et c'était spontané parce que j'étais enfant. Et si vous cherchez bien, je suis sûr que vous avez le même. Donc, la nature est quelque chose à l'intérieur de nous, et j'aime cette notion de biophilie. Et puis, il faut savoir également que les arbres communiquent entre eux. Quand vous allez dans la nature, vous voyez peut-être des arbres plus gros que certains. C'est ce qu'on appelle les arbres mères ou concentrateurs. Un arbre, en fait, communique comment? Communique par... c'est le mycélium, c'est-à-dire vous avez des champignons à la base du sol, et ces champignons ont des longues racines. Et ces longues racines se connectent avec les racines des arbres. Et donc, quelque part, on pourrait dire que leur communication, évidemment, ils ne parlent pas, enfin, du coup, on n'a pas encore découvert ça. Quoique des fois, quand on entend dans la forêt le bruit du vent dans les arbres, on pourrait carrément se dire hein, que c'est une communication. Mais là, après, bon, c'est le poète qui peut parler. Mais concrètement, c'est un courant électrique qui passe dans les arbres et qui va passer, en fait, grâce à ce réseau de racines d'un arbre à un autre. Alors vous allez dire, mais ça sert à quoi? Ben, ça sert notamment à se défendre. Parce que les arbres, ils sont signes de sérénité pour nous. Mais entre eux, même si l'échelle de temps est beaucoup plus longue, c'est quand même des fois la guerre. Mais ils s'entraident. C'est-à-dire que si jamais vous avez un mammifère qui vient manger une feuille, il n'a pas forcément envie de se faire dévorer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un signal électrique. Alors le signal électrique prend un petit peu de temps, hein. C'est pas nos mails à nous ou notre téléphone. 1 cm par minute. Un signal électrique pour dire aux autres arbres qui sont autour, attention, il y a danger. Que vont faire les autres arbres? Eh bien en fait, ils vont recevoir ces signaux électriques et ça va leur donner inconsciemment l'idée de changer en fait la composition de leurs feuilles. Et donc, dans ce cas d'un arbre, il va changer le tanin, il va le rendre plus amer. Donc, l'herbivore qui va arriver n'aura plus envie de manger, c'est pas bon. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir vers d'autres arbres. Et ça, c'est quand même assez fantastique de se dire qu'il y a cette communication entre eux. Ce qui explique aussi que lorsque vous allez dans la nature, vous voyez des vieilles souches. Vous dire, mais comment cette souche qui a été coupée peut encore vivre? Et ça, c'est d'ailleurs ce que raconte Peter. La première chose, il se dit, mais comment un arbre qui est mort et qui a été coupé il y a 100 ans continue à vivre? On s'est rendu compte que tout ça, c'était relié. Donc, j'explique tout ça et bien d'autres choses, et 270 pages donc, à l'intérieur, mais je ne vais pas passer toute cette conférence dessus, mais c'est important, je trouve, de changer de regard, de ne pas dire c'est simplement un arbre. Voilà, quelque chose sur lequel on fait du papier, sur lequel on peut faire des tables. Non, c'est également, ça fait partie du vivant. Et en ce moment, on parle beaucoup du vivant, hein, pour défendre l'environnement, pour défendre nous-mêmes. Mais ce vivant, c'est un ensemble.
Et je trouve que quand on imagine cette société qui existe au milieu de ces arbres, ben, on se sent peut-être un peu plus proche. D'ailleurs, ce réseau de communication, on appelle ça aussi l'Internet de la forêt. 2.0, donc il faut forcément mettre Internet quelque part. Mais en tout cas, c'est un petit peu ça. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes ces études a amené en fait les scientifiques à se dire mais il faut quantifier ça. Donc, c'est la vitamine G. Alors, cherchez pas en allant chez le pharmacien, vous ne trouverez pas. Vitamine G comme green, c'est la vitamine. C'est-à-dire, c'est pour résumer en fait tout ce que nous apportent les arbres. Parce que bien sûr, ils communiquent entre eux, mais ils sont bénéfiques pour nous. Et pas seulement en se disant « Oh, j'adore me promener dans la nature ». Il y a des faits réels, physiques, neurologiques. Et c'est ça que j'aime bien, que j'ai voulu apporter, c'est que souvent, il y a ceux qui aiment la nature, et voilà, qui vous disent qu'il faut les embrasser, il me parle, j'ai entendu, il m'a parlé, il m'a dit que... Et tous ceux qui ne sont pas forcément dans ce côté chamanique ou intercession avec l'esprit, ben du coup ils disent oui, c'est gentil, c'est des doudingues, hein. Ou alors si c'est à Paris, c'est des bobos, ils sont gentils, on va les laisser dans leur coin. Mais ça veut dire que toutes ces personnes-là n'ont pas l'occasion de comprendre ce lien. Et quelque part, le livre, c'est peut-être pour les personnes qui travaillent dans la nature. Il y a 50 exercices, donc il y en a, j'espère, certains qui ne connaissent pas, qui leur permettront de rentrer plus en harmonie avec la nature. Mais surtout, pour les personnes qui n'ont pas cette notion, la nature est bonne pour moi. Pourquoi ces gens-là, on ne leur donnerait pas ça? Surtout que, il y a eu quand même quelque chose qui a été fait, c'est le Shinrin-yoku. Le Shinrin-yoku, dans les années 80, c'est le docteur Kim Lin, médecin et immunologiste au département d'hygiène de santé publique de l'Université de médecine de Tokyo, qui a lancé le Shinrin-yoku. Mais à l'origine, c'est quoi? Ça a donné la sylvothérapie, ça a donné beaucoup de gens qui aiment les arbres, mais à l'origine, c'est quoi? À l'origine, c'est pour traiter le stress et pour éviter les suicides des milliers, peut-être des millions, d'hommes d'affaires japonais qui se suicident par le stress. Donc au début, c'est pas je pars dans la nature et puis j'aime les arbres. Non, c'est vraiment concret. Donc il s'est dit, il y avait deux choses. Il y avait une, je pense que les arbres peuvent nous aider. On va faire des véritables études pour montrer à ces personnes qu'il y a quelque chose de concret, de neurologique. Et deux, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait très peu de personnes qui allaient dans les parcs, et il s'est dit qu'il faut trouver un moyen d'attirer les gens dans les parcs. Donc tout ça, ça fait qu'il a fait énormément d'études. Après, il y a eu d'autres docteurs qui sont venus pour travailler avec lui. Et ça a donné des résultats incroyables, notamment dans la réduction du stress et dans le renforcement du système immunitaire. Alors, je ne peux pas parler de tous les bienfaits des arbres. J'allais dire, je vais faire un petit côté vente. Vous avez tout à l'intérieur, il y a toutes les études, il y a même des études européennes qui ont été faites sur la concentration. Et je sais qu'ici, il y a des personnes qui sont très sensibles à l'éducation des enfants. On est dans un milieu numérique, et la concentration, on la perd vite. Eh bien, ça permet de voir comment on peut travailler la concentration et comment les arbres nous aident à ça. Mais je voudrais revenir sur une chose, renforcer le système immunitaire, parce qu'on a entendu beaucoup de choses, surtout en cette période. Hein, des gens, ici, mais en France, que j'entendais,